Bienvenue à tous, une petite vidéo pour aller un peu plus loin que le post LinkedIn que j'ai posté il y a quelques jours sur la future élection du pape. Et donc plusieurs d'entre vous m'ont indiqué que certes c'était bien d'avoir écrit certaines lignes pour expliquer et pour aider en tout cas à la compréhension de la 27001 et de certaines des mesures de sécurité, mais que ce serait bien de pouvoir le présenter un petit peu en vidéo pour aller un peu plus loin, pour présenter un peu plus ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut intégrer, ce qu'il faut surtout éviter de déployer dans un SMSI. Donc c'est ce que je vais essayer dans cette petite vidéo rapide, en tout cas je vais essayer d'être concis, et donc je garde toujours cet exemple de la future élection du pape. Donc j'ai préparé quelques slides pour vous afin de vous présenter justement cette vision que moi je peux avoir de la formation de la 27001, de comment on doit l'appréhender et surtout derrière l'implémenter puis l'auditer quand on est en partie auditeur. Donc on va passer directement au slide. Donc vous voyez, je l'ai sobrement appelé, un peu comme mon post LinkedIn, Habemus SMSI, la sécurité de l'information à la chapelle Sixtine. Donc dans quelques jours, les cardinaux entreront en conclave, vous le savez, pour élire le prochain pape. Un événement ultra sécurisé évidemment, et qui illustre, à mon avis en tout cas, parfaitement les principes de l'ISO 27001. Rassurez-vous, on ne va pas tous les balayer, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc voyons comment, en tout cas le conclave, applique au mieux, en tout cas, la sécurité, et même mieux la sécurité de l'information que bien des entreprises que nous pouvons connaître. C'est parti, on passe à la suite. Et donc, dans un des premiers points que j'ai pu évoquer, c'est évidemment la séparation des tâches. Donc, quand on parle de sécurité de l'information, on pense souvent aux outils, aux antivirus, aux firewalls, au chiffrement, mais l'un des principaux fondamentaux, en tout cas de l'ISO 27001, il est beaucoup plus humain. C'est la séparation des tâches. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit en tout cas dans la mesure organisationnelle A5.3 dans l'annexe A, donc de la 27001. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Évidemment, ça signifie que dans une organisation bien sécurisée, personne ne doit avoir le pouvoir de faire tout seul. On doit séparer les responsabilités critiques pour éviter une erreur, une mauvaise intention ou simplement un manque de vigilance qui compromettrait en tout cas l'ensemble du système. Un exemple simple, mais vraiment très simple. Imaginons un développeur qui crée une application. Si ce développeur il la teste, il la valide, puis il la déploie en production, on prend un risque énorme. Pourquoi ? Parce que s'il fait une erreur, personne ne sera là pour la détecter ou ne viendra la détecter. Et si par malheur, il avait des mauvaises intentions, il pourrait dissimuler, une backdoor, donc une porte dérobée, sans que personne ne la voie. Donc la séparation des tâches impose donc que des personnes différentes soient responsables des différentes étapes. Une ou un qui développe, l'autre qui teste, l'autre qui valide, et encore peut-être un autre qui met en production. Ce principe, il est valable dans tous les domaines, évidemment, dans la finance, dans les RH, dans la gestion des accès à privilèges, partout où une action critique peut avoir un impact majeur. Donc c'est une mesure essentielle pour réduire le risque interne, et celui qui... c'est une mesure essentielle pour réduire le risque interne. Évidemment, celui-là, c'est celui qui ne vient pas d'une attaque extérieure, mais plutôt d'un dysfonctionnement ou d'une faute à l'intérieur même de l'organisation. Donc, c'est pas une question non plus de méfiance vis-à-vis des collaborateurs. C'est une question de mécanisme de protection qu'on appelle donc de type organisationnel dans la 27001. Et comme on ne confierait jamais à une seule personne les clés de la banque, ou le contrôle des caméras de surveillance, ou l'autorisation de retirer de l'argent. Dans la 27001, mettre en place la séparation des tâches, c'est formaliser les rôles et les responsabilités, vérifier que les accès sont limités à ce qui est strictement nécessaire, et surtout que chaque action critique soit contrôlée et validée par un autre acteur indépendant, en interne ou en externe. On parle ici de construire évidemment des garde-fous, des limites au risque et de les limiter justement ces risques-là, mais aussi d'assurer une traçabilité ou une imputabilité claire. Qui a fait quoi, quand et qui a pu valider telle action et à quel moment. C'est exactement ce qui va se passer donc dans le conclave, puisqu'il faut quand même que je parle un petit peu de mon sujet. Les cardinaux votent, il y en a d'autres qui surveillent et il y en a d'autres qui vont compter les bulletins. Aucun finalement n'a tous les pouvoirs en main, sauf à la fin quand le pape sera élu. Et c'est justement cette séparation qui garantit l'intégrité d'un processus.
Donc finalement, que ce soit pour élire le pape ou pour sécuriser un système d'information, la règle est la même. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Et donc dans une autre vidéo, je vous présenterai un outil ou des outils qui vous permettraient de répondre à ces besoins-là, comme par exemple une bonne matrice Raki ou RACI, qui va vous permettre de comprendre qui est responsable de la tâche, qui est approbateur ou accountable en anglais, qui est consulté et enfin qui est informé. Deuxième point que j'avais évoqué dans mon post LinkedIn, c'est la classification des informations. On est toujours sur une mesure organisationnelle, donc la A512. Donc quand on parle de sécurité de l'information, protéger les données sensibles, évidemment, c'est évident. Mais la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est sensible? Et surtout, comment le définir clairement pour tout le monde dans l'organisation, pour que tout le monde soit au courant des différents niveaux de classification. Donc là, j'en ai montré quelques-uns en tout cas sur la slide, mais il en existe bien d'autres et vous devrez les avoir définis dans votre SMSI. Donc, dans un monde idéal, toutes les informations seraient protégées au maximum, évidemment. Mais dans la réalité, protéger tout au même niveau serait non seulement coûteux, mais aussi inefficace, parce qu'il vous faut des gens derrière pour vérifier que c'est bien appliqué. Donc il faut hiérarchiser, prioriser et organiser. Et cette classification, ça veut dire quoi? C'est attribuer à chaque information un niveau de sensibilité selon des critères définis. Donc en général, on retrouve trois grandes catégories que vous pourrez évidemment définir dans votre politique ou dans une politique de classification de l'information. Donc on a le premier niveau qui est le niveau public. L'information peut être diffusée sans aucun risque, aucun problème. Ensuite, diffusion restreinte ou interne. L'information doit circuler uniquement à l'intérieur de l'organisation, pas à l'extérieur, et il faut qu'il y ait des garde-fous aussi là-dessus. Et enfin, un troisième niveau, en général on le fait comme les feux tricolores, du vert tout va bien, l'orange on fait attention, et le rouge, attention warning, on ralentit, on s'arrête et on doit observer. C'est le niveau confidentiel. L'information est critique, sa divulgation pourrait causer donc des dommages sérieux pour le SMSI, pour la donnée en tant que telle ou pour l'organisation de manière globale. Donc certains systèmes de classification vont encore plus loin avec des niveaux comme très confidentiel, secret voire top secret selon la sensibilité. Bon, secret et top secret c'est un peu moins utilisé maintenant, mais on peut encore le retrouver sur des vieux SMSI. Mais au-delà des mots, évidemment, ce qui compte, c'est l'action concrète derrière la classification. On va prendre, encore une fois, comme l'exemple avant, un exemple très simple. Imaginons un organigramme publicitaire de l'entreprise. Tout ça, c'est une information publique, pas de problème. Un plan stratégique de développement. On est plutôt sur de l'information restreinte, il faut que ça reste en interne pour comprendre ce qu'on va mettre en place. En revanche, une liste des mots de passe administrateurs, vous l'avez compris, c'est une information hautement confidentielle. Et selon la classification, les mesures de protection doivent être adaptées. Et c'est ce qu'on va chercher à comprendre quand on va implémenter. Et c'est aussi ce que va chercher à comprendre l'auditeur. Est-ce que vous avez bien compris comment vous deviez classifier votre information? Et est-ce que vous avez mis en place des protections pour protéger justement votre information par rapport au niveau que vous les avez définis? Donc ce qui est public peut être affiché sur le site web. Ce qui est interne, par exemple, doit rester en interne sur un intranet ou dans des espaces sécurisés. Et ce qui est confidentiel, vous l'appelez comme vous voulez, nécessite évidemment du chiffrement, des accès limités, une revue des accès et d'autres mesures que vous pourriez mettre en place. Alors pourquoi c'est si important? J'en ai déjà parlé, mais parce qu'en cas d'incident de sécurité, les conséquences ne seraient pas ou ne seront pas les mêmes selon la nature de l'information compromise. Et surtout, en ISO 27001, la classification doit être formalisée et connue. Elle doit apparaître dans les politiques et les procédures. Les documents sensibles doivent porter un marquage clair. Alors la norme ne nous dit pas quel est le type de marquage qu'il faut juste que ça soit clair et que ça soit bien défini et qu'on arrive à le reconnaître et qu'il y ait une nomenclature. Je rappelle que la norme nous dit il faut, vous devez faire ça, vous devez, donc avec l'expression devoir, mais elle ne vous dit pas le comment. Ça c'est une méthodologie et la norme ne se veut pas méthodologique justement. Donc c'est à l'appréciation de l'implémenteur et surtout de l'auditeur. Est-ce que de la manière où vous avez interprété la norme, c'est bon ou c'est pas bon? Les collaborateurs doivent être formés aussi à reconnaître et à manipuler les informations selon leur niveau de classification. Sans classification, évidemment, c'est comme marcher dans un entrepôt sans étiquette. Impossible de savoir ce qui est fragile, ce qui est dangereux, ce qui est classique, banal et que vous pouvez manipuler sans aucun problème.
Et si j'en reviens encore une fois à mon exemple de la nomination du futur pape, justement, donc c'est la même logique en fait, parce que tout est secret dans un conclave, toutes les informations sont classées au plus haut niveau de confidentialité. Tout est secret, rien ne doit filtrer avant évidemment la fumée blanche, l'annonce officielle. C'est la même logique que pour un document stratégique ou un document client sensible dans une entreprise. Donc c'est pas juste créer de la bureaucratie, c'est pas juste de créer de la documentation, c'est vraiment une classification pour vous aider, pour vous accompagner à aider en interne, mais aussi protéger contre l'externe. Donc c'est un levier en tout cas essentiel pour piloter la sécurité avec intelligence, sans gaspiller d'énergie, sauf pour ceux qui déploient énormément de classification de documentation. Donc moins de gaspillage d'énergie, moins de ressources utilisées, et surtout là où c'est pas forcément nécessaire. Donc la bonne question à se poser chaque jour quand on implémente, c'est cette information, à quel point elle est sensible et que dois-je faire pour la protéger en conséquence. Et si vous réussissez à répondre à ces questions-là, c'est que pour vous, la classification des informations est bien définie et que surtout, vous êtes capable de répondre et de nourrir le SMSI avec des bonnes pratiques. 4e point, on est sur toujours une mesure organisationnelle, donc la A531, exigence légale et réglementaire. Donc quand on parle de sécurité de l'information, il ne suffit pas de protéger les données en tout cas par envie de bien faire et de se dire tiens, je vais protéger ça comme ça, voilà. Il faut aussi prendre en considération les obligations légales, réglementaires et contractuelles auxquelles toute organisation est soumise. Et c'est précisément ce que vise cette mesure donc organisationnelle de l'annexe A de la 27001. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça signifie que toutes les organisations doivent identifier les lois, les règlements, les normes, les engagements contractuels qui s'appliquent à elles, et après les avoir identifiés, il faut évidemment s'assurer de leur respect et de pouvoir prouver la conformité. C'est déjà un sacré travail. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est si important? Parce que dans le monde interconnecté, je ne vais rien vous apprendre. On est beaucoup plus numérisé, accessible de partout. La sécurité de l'information, c'est plus seulement une question de bonne pratique. Ça devient une exigence légale. On a quelques exemples concrets, évidemment, qui illustrent cette exigence, très basique pour le plus grand nombre. Le RGPD, qui depuis 2018 nous impose des obligations strictes sur la protection des données personnelles en Europe et de ce qu'on en fait de ces données. On a un peu plus récemment, bientôt on aura la directive NIS2 qui renforce les exigences pour des opérateurs essentiels, les entreprises critiques, mais je pense que vous connaissez ce sujet-là, mais je ferai bientôt une vidéo là-dessus. Et certains secteurs comme la finance, la santé, qui ont aussi leurs propres lois spécifiques pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données. Et donc, au-delà de toutes ces lois, de ces règlements, de ces exigences européennes ou mondiales, bien entendu, ou de business, on a les contrats clients. Tout ce que vous avez signé avec vos parties prenantes, que ça soit vous vers eux, mais eux vers vous. On parle aussi parfois de PASS, de plan d'assurance sécurité, où vous devez cocher et vous engager sur certaines mesures qui sont en place sur votre SMSI. Mais bien entendu, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous, par rapport à vos sous-traitants, vous pouvez aussi imposer un plan d'assurance sécurité et de vous dire où est-ce que vous en êtes sur une déclaration d'applicabilité sur votre 27001 et du coup peut-être sur ce que vous leur imposez. Bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur une autre vidéo qui est un peu plus technique, cette partie-là. Et donc, vous avez vos contrats clients qui vous imposent souvent des exigences de sécurité précises, qui certaines fois ne s'imposaient pas à vous avant, parce que vous n'en aviez pas besoin ou vous n'aviez pas identifié de risque, et donc vous ne l'aviez pas déclaré comme applicable dans votre DDA, dans votre déclaration d'applicabilité. Mais donc pour répondre à cette A531, il faut en plus de ça comprendre quelles sont les exigences que vous vous êtes engagé à respecter. Donc c'est répondre aux besoins de vos clients, répondre aussi à un besoin de la norme de « j'ai bien conscience » et ça va nourrir aussi votre périmètre, j'ai bien conscience de ce qui s'impose à moi. Donc c'est pas simplement faire un effort de temps en temps, bien entendu, c'est mettre en place un système qui est organisé pour répertorier toutes les exigences applicables, mettre en œuvre les mesures nécessaires pour s'y conformer et vérifier régulièrement que la conformité est maintenue. Ça se passe
par des registres à jour, des audits internes, des contrôles de conformité, des contrôles de sécurité, et parfois, évidemment, des actions correctives. Ces actions correctives, vous allez, dans l'implémentation, les horodater aussi, vous allez les documenter pour prouver à l'audit interne et aussi à l'audit de certification que vous faites bien les choses et que vous avez identifié qu'il y avait des améliorations à faire. Et l'amélioration continue et les non-conformités et les actions correctives, c'est l'article 10 de la norme 27001. On y reviendra aussi un peu plus tard. Mais attention, respecter les lois et les contrats ne suffit pas pour être conforme à la 27001. Il faut aussi, comme je vous l'ai dit, en apporter la preuve. Donc ça signifie tracer, documenter, démontrer que ce respect est intégré dans le processus de l'organisation. Si on fait le parallèle, encore une fois avec le conclave, c'est exactement la même chose. Le processus d'élection du pape suit des règles très strictes, fixées évidemment par des textes canoniques. Le déroulement, les votants, les délais, tout est encadré, documenté et doit être respecté scrupuleusement. On ne peut pas improviser, sinon on se retrouve face à un SMSI qui est bancal et donc une élection papale qui serait déclarée invalide. Et bien donc, dans l'entreprise, c'est pareil. Ignorer ou sous-estimer les exigences légales pour mener, en tout cas peut mener à des sanctions, des amendes, voire à une perte de contrat stratégique. Donc, cette A531 donc de type organisationnel, une mesure organisationnelle, nous rappelle une chose simple, évidemment, mais fondamentale. Sécurité de l'information ne dépend pas uniquement de ce que l'on veut faire, mais aussi de ce que l'on doit faire et de ce qu'on nous impose. Et donc le monde, il est de plus en plus réglementé. On doit maîtriser ses obligations parce que ce n'est pas une option. Donc c'est une nécessité pour protéger l'entreprise, sa réputation, ses partenaires et surtout les membres du board qui maintenant deviennent responsables aussi de la bonne maîtrise et de la connaissance de tout ce qui gravite autour de son entreprise ou de leur entreprise. Le point suivant qui est assez logique finalement sur une élection, mais qui, vous allez le voir, a aussi son importance pour le SMSI. Pourquoi ? Parce que la sécurité de l'information, c'est pas qu'une question de technologie et de procédure. Vous le savez, avant tout, c'est une question de personnes, puisque les humains, encore maintenant en 2025, c'est eux qui paramètrent, c'est eux qui gravitent autour du SMSI, qui le font vivre, et qui, la plupart du temps aussi, malheureusement, portent les vulnérabilités et qui peuvent être exploitées par des menaces. Et donc c'est précisément ce que vise donc la mesure A6.1 de l'ISO 27001, donc on est toujours dans l'annexe A, et qui nous évoque justement cette mesure qui est applicable aux personnes, et donc une sélection rigoureuse des candidats. Et donc les collaborateurs, évidemment, sont au cœur du système de sécurité. Donc ils peuvent, et c'est pour ça qu'on les recrute aussi, ils peuvent être les plus grands protecteurs ou s'ils sont mal choisis, vous l'avez compris, ou mal encadrés, le plus grand risque, c'est qu'ils deviennent justement des menaces pour le système. Et donc, dans cette optique, la 27001 impose que les recrutements, en particulier pour les postes sensibles, soient encadrés. Et donc, quand on parle de postes sensibles, ça implique plusieurs étapes fondamentales. On définit clairement les compétences requises pour chaque poste. Donc, quels sont les postes que l'on recherche ? Et donc, les savoir-faire techniques, la sensibilité à la sécurité, les connaissances dans les normes applicables, évidemment, que nous appliquons déjà et que l'on souhaite que ces personnes-là appliquent aussi. Et donc, on va aller regarder peut-être donc sur le CV, on va regarder donc pendant le recrutement, en tout cas, on ne va pas recruter à l'aveugle, on va recruter en fonction des risques liés au poste. Et donc, on va vérifier, ou on peut, en tout cas la norme nous laisse la possibilité, sauf si vous avez des interdictions légales, la vérification des antécédents. Et donc, on peut contrôler, comme nous le dit la norme, la vérification et la véracité surtout des diplômes, la vérification des expériences professionnelles, là où la personne a déjà travaillé, peut-être ses accréditations, là où est-ce qu'elle a déjà des autorisations de travailler sur des systèmes sécurisés et plus sensibles. Et donc, parfois, des enquêtes plus poussées peuvent être menées pour certains postes critiques, comme les accès admin ou des fonctions financières. Mais là, plus pour le SMSI, on va être plutôt sur du CISO, sur du RSSI, où on va chercher en tout cas à comprendre, puisqu'il va être au cœur du système, mais comme aussi les administrateurs qui paramètrent aussi les accès et qui doivent en tout cas être compétents et avoir sans doute un casier vierge.
Donc l'objectif, il est simple, c'est s'assurer que la personne recrutée est digne de confiance et compétente pour le rôle qui lui sera confié. Et cela ne s'arrête évidemment pas juste au recrutement. Le principe de la 27001 veut que, avant toute affectation sur un poste sensible, il y ait donc les vérifications spécifiques, les formations adaptées, que ce soit en amont, donc ça peut être et en amont surtout, puisque vous allez aussi les former après, mais quand là on est à la sélection des candidats, ça peut être de la formation continue, donc le système scolaire, formation initiale, pardon, le système scolaire, la formation continue, c'est de l'apprentissage, c'est de la formation tout au long de la vie du salarié, à travers des formations, des certifications et des diplômes qu'il a pu acquérir. Donc des vérifications techniques que vous allez faire, des formations adaptées, et aussi des engagements formels du collaborateur à respecter les politiques de sécurité de l'organisation. Ce qui veut dire que ces politiques, elles doivent être définies. Il faut qu'évidemment, vous arriviez à prouver que le collaborateur a bien eu accès à ces politiques et que vous avez pu valider ou prouver qu'il s'engage à respecter l'ensemble de la politique de sécurité. On va prendre un exemple, encore une fois. Si je recrute un admin système, qui va avoir accès à toute l'infrastructure, je dois m'assurer qu'il a bien donc les certifications annoncées pour administrer mon système, qu'il n'a pas d'antécédents compromettants, son casier est vierge, qu'il est sensibilisé aux exigences de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité et de la sécurité. Alors, évidemment, tout ça, ça peut sembler lourd, évidemment, mais c'est une mesure de protection essentielle. Ce sera à vous à décider en amont jusqu'où vous voulez pousser le curseur. Là, encore une fois, la norme n'est pas très précise là-dessus. Elle dit, c'est quoi vos besoins de sécurité? Et par rapport à vos besoins, vous devez identifier où vous placez le curseur pour vérifier ou aller jusqu'à vérifier les antécédents. Une erreur de recrutement, évidemment, ça peut coûter cher, surtout quand elle impacte directement la sécurité de l'information. J'en reviens encore une fois avec mon conclave, puisqu'il y a quand même un sujet sur cette vidéo. C'est pareil, seuls certains cardinaux, qui sont choisis selon les règles précises, peuvent participer à l'élection du pape. Et donc là, par exemple, ces cardinaux sont eux-mêmes rigoureusement sélectionnés pour leur engagement, leur expérience, leur loyauté, et normalement, ils ont été principalement nommés par les anciens papes. Et donc là, depuis la dernière élection du pape, par exemple, il y a, je crois, un peu plus d'une centaine de nouveaux cardinaux qui ont été nommés par le pape qui est malheureusement décédé. Et donc, c'est ces papes-là qui vont, en tout cas, essayer de comprendre et qui vont essayer de choisir parmi tous les candidats, en tout cas, ceux qui représentent mieux l'Église et comment elle veut, en tout cas, présenter auprès des croyants et tous ceux, en tout cas, qu'elle espère représenter. Et donc, évidemment, on ne laisse pas entrer n'importe qui dans la chapelle Sixtine, évidemment, pour voter. Et donc, l'entreprise, c'est la même chose. Un poste sensible demande des garanties sensibles, évidemment, dès le départ. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un bon niveau de sécurité. Et ce bon niveau de sécurité, il commence par où? Il commence dès la porte d'entrée de l'entreprise. Je vais même aller un peu plus loin, avant la porte d'entrée dans l'entreprise, au recrutement. Ce qui veut dire que vous allez aussi devoir sensibiliser vos RH quand ils vont recruter. Sauf si vous avez plusieurs steps, vous avez plusieurs grades, où d'abord vous passez un entretien RH avec toute la partie spécifique au RH, et ensuite vous avez le côté technique où on va tester et vérifier ses antécédents là-dessus techniques. Et donc, en matière de recrutement, il vaut mieux prévenir que guérir, vous vous en doutez. C'est un bon adage, encore une fois. Prévention de la fuite des données. Là, vous vous en doutez bien, encore une fois, comme le conclave, l'objectif, c'est aussi, dans un SMSI, de mettre en place des moyens pour empêcher la fuite d'informations. Et donc, protéger l'information, c'est pas seulement empêcher les attaques extérieures. C'est aussi, et surtout, éviter que l'information ne fuite de l'intérieur, que ça soit volontairement ou involontairement ou accidentellement ou d'autres manières que ce soit, mais on pourra le revoir dans une autre vidéo spécifiquement à la 27005. Et donc c'est tout l'enjeu de la mesure A812 de la 27001 qui est une mesure technologique, donc la prévention de la fuite de données. Donc concrètement, en 27001, la 27001 exige que l'organisation mette en place des mesures techniques et organisationnelles pour empêcher que des informations sensibles ne quittent le périmètre sous contrôle sans autorisation. Et donc là, on parle évidemment de plusieurs types
de mesures. Là, je vous en ai proposé quelques-unes. Il en existe d'autres, évidemment, dans la norme. D'abord, des mesures techniques, évidemment, comme le Data Loss Prevention, donc le DLP, plus communément appelé le DLP, donc qui détecte et bloque normalement l'envoi d'informations sensibles par mail, sur le cloud ou sur des périphériques amovibles, peu importe. Une autre chose, l'interdiction ou le contrôle strict de l'utilisation des clés USB, donc des disques durs externes ou d'autres supports physiques. Un autre moyen, ce ne sont que des exemples. Encore une fois, la norme ne nous impose rien, c'est juste là des petits exemples que je vous donne. Vous pourriez en trouver dans la 27002 et encore peut-être un peu dans la 27003. Le cloisonnement des réseaux, pour limiter évidemment la circulation inutile d'informations sensibles entre les zones ou les utilisateurs qui n'en ont pas besoin. Des informations qui pourraient basculer dans d'autres zones ou vers des autres BU ou vers des autres utilisateurs qui normalement ne devraient pas avoir accès à toutes ces informations. Ensuite, donc, il y a les mesures organisationnelles. Par exemple, donc, les politiques internes qui doivent être claires, qui interdisent certaines pratiques à risque. De la sensibilisation régulière des collaborateurs au risque de fuite d'informations, mais pas que, évidemment. Des clauses de confidentialité dans les contrats de travail, on vient de le voir juste avant, où il faudrait en tout cas prouver qu'il y a bien eu connaissance et qu'on arrive à prouver que la personne a dit qu'elle avait bien eu connaissance et qu'elle acceptait de respecter ces principes de confidentialité, plus d'autres choses, encore une fois, que je présenterai dans une autre vidéo. Alors pourquoi c'est si critique ces choses-là? Parce que la fuite de données, elle peut avoir des conséquences catastrophiques. On l'a vu, mais il pourrait y avoir une perte de confiance des clients, une atteinte à la réputation, des sanctions financières lourdes. On parle du RGPD, on parle de NIS2, plus d'autres encore exigences. Des avantages concurrentiels perdus. Et si j'avais un exemple par exemple en tête, imaginez un collaborateur qui branche une clé USB personnelle pour transférer un fichier de travail. Je suis d'accord qu'en niveau de maturité, on est très bas, donc on est très loin de l'exigence 27001. Mais imaginons, sans contrôle, il pourrait emporter avec lui des données confidentielles sans même s'en rendre compte. Et si la clé USB elle est perdue ou elle est volée, là on se retrouve avec une information évidemment qui tombe dans la nature. Et donc en 27001, on ne laisse pas en tout cas ce genre de choses au hasard. Et donc, on ne fait pas confiance normalement à l'usager ou à l'actif de type humain parce qu'on sait que cet humain, il est faillible. Donc, on anticipe, on encadre et on contrôle. C'est assez simple. Et donc, si on fait le parallèle enfin avec le conclave, l'enjeu, la fuite de données, l'enjeu il est évident. Pendant toute la durée du conclave, aucune information ne doit fuiter non plus vers l'extérieur. Pas un mot, pas une indication. Et d'ailleurs, les cardinaux ont interdiction, dès lors que le conclave débute, de s'exprimer et ils vivent en vase clos. C'est une mesure de prévention contre la fuite de données. Et donc, la chapelle Sixtine, même d'autres parties du Vatican est verrouillée, les communications sont coupées et des contrôles stricts sont mis en place pour garantir évidemment une confidentialité absolue jusqu'à l'annonce officielle. Donc vous voyez le parallèle un peu avec ce qu'on pourrait retrouver ou ce qu'on devrait retrouver dans une entreprise. Ce qui doit rester à l'intérieur reste à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Donc il faut prévoir pour que la confidentialité soit maintenue, un ensemble en tout cas de mesures qui permettent normalement de garantir cette confidentialité. Donc on se retrouve avec une des dernières slides, la sécurité au cœur de toute organisation. Pourquoi ? Parce que la sécurité de l'information, donc c'est plutôt une dernière slide de synthèse, mais on considère que la sécurité, elle n'est pas réservée en tout cas évidemment au DSI, mais elle est essentielle pour toute l'organisation, pour toute organisation qui veut garantir la confiance et la pérennité, même spirituelle, si on parle là, ou si on fait le lien avec le conclave. Donc le conclave, petite phrase de fin, c'est finalement l'ISO 27001 appliqué avec des encensoirs et des soutanes. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous présenter sur cette 27001, ou en tout cas pour aider un petit peu à la compréhension de mon poste et donner quelques petits exemples là-dessus. Un petit peu de pub rapidement, si vous êtes intéressé et si vous avez surtout apprécié cette manière de présenter les choses et de donner des exemples, et si vous êtes dans le besoin
on va dire, au niveau de la GRC, donc tout ce qui est gouvernance, risk, compliance, ou même des formations, 27001, NIS 2, 27005 RGPD, EBIOS et d'autres formations, n'hésitez pas à aller sur notre URL, donc grc.e-catalyst.fr, et là-dessus, vous allez retrouver des informations et surtout des liens vers les formations que je dispense et si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'on fait de l'entrée-sortie permanente et on peut aussi répondre à vos besoins sans aucun problème. Et donc on se retrouve quand vous cliquez sur ce joli lien là, vous voyez, je vous laisserai un petit peu aller voir évidemment, et vous avez surtout, et ce qui peut être intéressant, vous avez ici une petite offre découverte, vous avez des quiz gratuits 27005, des quiz gratuits 27001, des quiz aussi EBIOS-RM, et même un petit e-book que j'ai créé sur la 27001 pour vous aider à l'implémentation de cette norme. Alors, je vous fais aussi une autre présentation directement dans la vidéo, je vous laisserai aller voir. Il suffit juste qu'on collecte votre prénom, votre nom, votre email, numéro de téléphone et on vous donne accès à notre plateforme d'apprentissage pour que vous puissiez vous tester sur la 27005, la 27001 et des EBIOS-RM gratuitement. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été surtout instructive pour vous et que n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous appréciez ce type de vidéo, si c'était trop long, si c'était bien, si vous auriez aimé peut-être que j'approfonde certaines parties. Donc voilà, je vous dis à bientôt et j'ai déjà ma petite idée sur la prochaine vidéo et sur mon prochain post. Donc je vous dis à bientôt et avec grand plaisir. Et donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.